énergie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre dans le Grand Journal comme tous les lundis. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Un commentaire peut-être Alexis sur la Coupe du Monde que vous suivez peut-être de loin. Je la suis de trop loin pour avoir un commentaire pertinent. Ce que je peux dire en revanche, c'est que c'est vrai que les images auront frappé beaucoup de nos auditrices, de nos auditeurs. On observe, si vous voulez, qu'elle est aussi l'occasion de débordements nationalistes d'une nature nouvelle sur le sol européen, mais qui évidemment font question. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est un commentaire parfaitement personnel, mais il est possible que l'exutoire que le sport constitue aujourd'hui ne soit pas la meilleure idée qu'on ait trouvée de fonction à lui faire jouer, car on le voit, cela favorise aussi les comportements de sectarisme, d'intolérance, voire de violence. Et vous pensez aux affrontements hier en Belgique Évidemment. entre supporters marocains et belges. Gros plan cet après-midi, donc non pas sur la Coupe du Monde, mais sur la politique française, évidemment, avec le favori de la course à la présidence du côté des Républicains, Éric Ciotti. Alexis, commençons par ce qui vous intéresse en général le plus, à savoir le monde des idées. Quelle est la matrice idéologique du député des Alpes-Maritimes ? Alors, je vais vous surprendre, elle n'a rien d'original du tout. Non pas que ce soit pas un homme estimable, il est très sympathique sur un plan personnel, il a ses entrées partout, il tutoie Emmanuel Macron, il adore Nicolas Sarkozy, il est conseillé par les plus grands cabinets de communication, notamment Admeo Image 7, donc c'est un homme qui est dans le système et qui est une figure sympathique du système, je ne suis pas du tout là pour le descendre. Sa matrice, en revanche, est banale. C'est une sorte de remake du fillonisme. Vous voyez, c'est-à-dire c'est Fillon 2017 en réalité ce qu'il propose. Il propose une sorte d'assouplissement du carcan de l'État social, disent-ils, on va y venir dans un instant, et il propose aussi une matrice, qu'on va dire régalienne, de retour à l'ordre, qui en fait ressemble furieusement à François Fillon. Donc on peut commencer par là, si vous voulez. Il a compris, et c'est loin d'être un imbécile, il a compris qu'il y avait aujourd'hui, si vous voulez, une sociologie de l'électorat LR qui a évolué, enfin de ce qui reste de l'électorat LR qui a évolué. Donc au fond, il refait ce que font toutes les personnalités importantes qui veulent incarner cette famille politique, François Fillon, puis ensuite Valérie Pécresse, c'est-à-dire ce mélange de libéralisme économique assumé, de dérégulation néolibérale, dirait-on dans le langage des adversaires de ces solutions, et de retour, disons, à une forme d'autorité régalienne classique qui est, il est vrai, appelée de ses voeux par 95% des Français, loin des frontières de la droite et de la gauche en réalité. Donc il s'en prend évidemment à cet état social. Il rappelle, donc là il n'y a aucune originalité dans mon propos, mais c'est pour vous situer son pédigré, qu'il veut que le Parti des Républicains, sous sa houlette, probable à partir de la semaine prochaine, soit le parti de la baisse des impôts et de la hausse des salaires. La meilleure manière, explique-t-il, de redonner du pouvoir d'achat aux Français et de baisser à la fois les impôts, les cotisations et les charges pour augmenter les salaires. Est-ce que ça le rapproche aussi de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Évidemment. Alors, sincèrement, en revanche, et ce n'est pas contre lui que je le dis, c'est juste une analyse de la matrice, il y avait, chez le Nicolas Sarkozy de 2007, il y avait un souffle. Pourquoi il y avait un souffle ? Car il était un candidat, bien sûr, du travailler plus pour gagner plus, le travail doit mieux payer, ce que dit aujourd'hui Éric Ciotti. Il était déjà disruptif, ce qui n'est pas forcément le cas d'Éric Ciotti aujourd'hui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y avait en plus chez Nicolas Sarkozy ? Qui lui a permis de gagner, et si j'ose dire de gagner en ratissant très large. Et n'y voyez d'ailleurs l'expression n'est pas dans ma bouche péjorative. Qu'est-ce qui lui avait permis de gagner ? C'est qu'il avait Henri Guénaud comme plume déjà. C'est-à-dire un homme venu de la gauche souverainiste, on va dire chevènementiste si vous voulez, et qui lui a donné cette matrice où on reprenait des grands thèmes de la gauche. On ne peut pas en dire autant d'Éric Ciotti. Éric Ciotti s'inscrit dans le paysage, j'allais dire, d'une droite classique de gestion libérale conservatrice. Et je crois qu'effectivement, alors ce n'est pas un jugement de valeur sur sa personne, encore une fois, qu'il n'est pas en cause. Je crois qu'il lui manque quelque chose en plus. Alors on peut l'appeler comme on veut, si vous voulez, la dimension disruptive, comme vous venez de le dire pour Nicolas Sarkozy, une dimension éventuellement prophétique aussi, qui a toujours existé dans le champ idéologique et même
philosophique de la droite française, notamment depuis le général de Gaulle. Bref, il lui manque quelque chose à ce niveau-là pour, à mon avis, convaincre tout à fait. Et donc, il y a tout un inventaire à la Prévert qui est repris. Il explique qu'il y a trop d'agences de l'État, il faut faire le ménage, nous avons un trop-plein d'administration. Donc tout ça, si vous voulez, c'est du thatchérisme appliqué au champ politique français. Par exemple, dans la santé, dans l'éducation nationale, je souhaite, explique-t-il, m'attaquer aux millefeuilles bureaucratiques avec le CERFA pour ennemi. Je regrette d'ailleurs que M. Macron ait réenclenché la machine à créer des emplois publics, etc., etc. Donc voici pour le volet, on va dire, libéral ou néolibéral. Mais encore une fois, il n'est absolument pas original dans ce registre. En termes de personnalité, maintenant, qu'est-ce qu'il distingue de ces deux rivaux en interne, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier? Alors, je serais tenté de vous dire, si vous voulez, et encore une fois, ce ne sont pas des jugements sur les personnes. Bruno Retailleau, c'est une droite conservatrice sans excès, mais le paradoxe, aussi paradoxal que cela paraisse. Bruno Retailleau, c'est un homme de réflexion, il l'a montré, il est venu à Radio J, il est ouvert à la discussion. Et qui est proche de François Fillon, par ailleurs. Bien sûr, mais il est beaucoup plus doctrinaire. Pourquoi ? Car il se rattache, au fond, à ce conservatisme français que, ensemble, nous appelons souvent national-catholique. Vous voyez, il est élu, il est sénateur d'un département qui est quand même marqué par le phénomène Chouan, historiquement, etc. Donc, c'est vraiment le conservatisme de la bourgeoisie française traditionnelle. Et je le dis, encore une fois, sans aucun mépris et sans aucune animosité. C'est juste un élément descriptif dans l'analyse que nous partageons à l'instant, Steve. En revanche, Ciotti est plus populaire. Si vous voulez, Ciotti, de ce point de vue-là, parle, à mon avis, à un plus grand nombre de gens, et notamment à cette droite populaire qui était jadis représentée par le RPR, pensons à Charles Pasqua par exemple, et qui aujourd'hui n'en peut plus du politiquement correct. C'est en tout cas ce couloir-là qu'il a choisi. En même temps, je vous l'ai dit, il est un pur produit du système. Encore une fois, il est conseillé par des gens qui sont au cœur du système médiatico-politique. Mais il a choisi incontestablement ce couloir-là qui est, alors on pourrait dire, la version présentable d'une forme de néo-populisme bonapartiste dans le champ de la droite républicaine. Pour autant, ne nous leurrons pas. Il y a une passe d'armes ce week-end entre lui et Éric Zemmour dans le Figaro Magazine. Non sans raison. Zemmour qu'il aurait pu soutenir si ce dernier s'était qualifié au second tour de la présidentielle. C'est ce qu'il avait dit. Il avait dit au deuxième tour, s'il y avait une finale entre le président de Reconquête et le président de la République sortant, je choisirais le président de Reconquête. Néanmoins, ne nous leurrons pas. À l'intérieur du champ des droites, puisque là nous parlons idéologie, Éric Zemmour va plus loin. Il plaide aujourd'hui pour l'alliance des droites. C'est une idée qu'il a d'ailleurs, je peux en témoigner, depuis assez longtemps au Figaro, il l'a toujours défendue. Cette réunification des différents partis composant aujourd'hui le spectre idéologique de la droite. Ciotti n'ira pas jusque-là. Pourquoi il n'ira pas jusque-là ? Pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons d'opportunité personnelle. Aujourd'hui, quel est son objectif fondamental ? Et avec Ciotti, il va être le président, vraisemblablement, de cette famille politique un petit peu réduite aux acquets. On sait que ce n'est pas la présidentielle de 2027. Alors, vous savez, en politique, l'appétit vient en mangeant. Tous les chroniqueurs que vous faites se défiler jour après jour à votre micro décrivent souvent des situations où, encore une fois, le désir naît d'une situation nouvelle. Pour l'instant, néanmoins... On dit que ça serait Laurent Wauquiez. Pour 2000, son candidat pour 2020 serait Laurent Wauquiez. Visiblement, alors voilà, là on va être très 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 prudent. Visiblement, il y a entre eux une sorte d'accord tacite. Et lui semblerait obsédé, on apprend ça dans le JDD, mais enfin ils sont très informés dans le JDD et je pense qu'ils ont raison. Il serait obsédé par la conquête de la mairie de Nice au détriment de son ancien ami Christian Estrosi, à qui il reproche de s'être rallié au camp de la majorité présidentielle. Donc pour l'instant, ce qui le fait vraiment rêver, son combustible d'ambition, serait d'être le maire de la principale ville de la Côte d'Azur. Alors voilà pour, au fond, Éric Ciotti. On a un mot sur l'euthanasie ? Oui, justement sur Emmanuel Macron, qui selon vous hésite à aller jusqu'au bout de son projet de législation de réforme sur la fin de vie. C'est très intéressant. Alors on peut le prendre négatif. Moi, je vais le prendre positif. On peut dire le président vraiment ne sait pas ce qu'il pense, il sait ce qu'il pense sur rien. C'est possible. On dit qu'il veut dépolitiser ce débat-là. Bon, alors, en tout cas, ils étaient, si vous voulez, pendant l'été, vous vous en souvenez, ils présentaient ça, au fond, comme un des grands chantiers du quinquennat.
légiférer sur la fin de vie, sachant qu'il y a des voix dans le champ de la République En Marche, enfin de Renaissance, mais aussi à gauche, qui plaident, avec des arguments d'ailleurs tout à fait recevables, pour cette législation sur la fin de vie, qu'on appelle l'euthanasie, mais le mot fait pas un peu peur, donc on l'appelle ça fin de vie. Très bien. Il n'empêche que depuis qu'il a rencontré le pape François, le président de la République évolue dans sa réflexion. On le comprend, on n'était pas là, on peut reconstituer ce qui s'est dit. Et évidemment que du point de vue catholique, qui est un point de vue modéré, le pape François, ce n'est pas un extrémiste intégriste, mais ça n'est pas possible. On peut pas... Une vie humaine a de la dignité, y compris dans la souffrance et dans le handicap maximal. Donc, pour terminer, Alexis, en quelques secondes. Mais il y a plus intéressant encore pour nous. Je l'ai gardé pour la fin. Ce sont les réflexions tout à fait sensées, bibliques également, du grand rabbin de France, Haïm Corsia, dont on sait l'influence qu'il a aussi sur les décideurs politiques, et notamment sur le président de la République. Dans le JDD, toujours, il est interviewé, voici ce qu'il dit. À vouloir renier le débat le début et la fin de notre existence, on en vient à construire une société de l'ultra-utilitarisme. Et il ajoute, Corsia, on a expurgé la mort de notre quotidien hyperactif. Pourtant, même si c'est contre-intuitif, c'est notre finitude qui donne du sens à la vie. La mort, ajoute Corsia, c'est aussi la vie. Vous ne pouvez pas ne pas penser, il ne le dira jamais, il est pudique, vous ne pouvez pas ne pas penser que ces mises en garde des grandes figures, on va dire, ecclésiastiques de notre temps, sont prises en compte par le président de la République. Évidemment, influencer le président de la République, qui sait par ailleurs qu'il n'y a pas tant... Enfin, la majorité en faveur de l'euthanasie n'est pas si claire que ça, et Macron, il a des défauts, mais il est attentif aux majorités d'idées. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Laetitia Krupa. Bon après-midi, Alexis. Merci, Steve.